Un épisode politique qui promet des trahisons et des batailles sur le point de péter. Oui, je suis bien en train de résumer ce que peut devenir House of the Dragon. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve sur la deuxième vidéo sur la série House of the Dragon. Donc avant tout, j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma première vidéo qui aborde plusieurs thèmes différents. D'une part, le thème polémique, ainsi que mon avis sans spoilers. Je rappelle que je n'ai pas lu le livre Feu et Sang et je pense que je le redirai au début de chaque nouvelle vidéo, en tout cas si je compte en faire d'autres. Et encore une fois, c'est une erreur, donc je vais juste analyser la série telle quelle, sans parler de l'adaptation. Et je crains qu'il m'arrive la même chose que The Witcher, c'est-à-dire que j'ai lu les livres entre les deux premières saisons, ce qui fait que j'ai complètement décroché à la série entre-temps après avoir bien connu l'univers, le lore dans les bouquins. Et ayant vu une belle vague de nouvelles personnes débarquer sur ma première vidéo, eh bien j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner à ma chaîne YouTube. Également cliquez sur la cloche, cela va de soi, car le contenu que je vais vous proposer à l'avenir sera susceptible de vous plaire. Et ce n'est que le début. En tout cas, aujourd'hui nous allons parler plus en profondeur de l'épisode 2, nous allons spoiler Le Prince Rebelle, un épisode très politique de 50 minutes. 6 mois se sont déjà écoulés après avoir nominé Rhaenyra en tant qu'héritière du trône. Daemon lui est resté à Père-Dragon et des pirates menés par le gaveur de crabes menacent les degrés de pierre sous l'ordre de la triarchie. Pendant ce temps, les membres du conseil font en sorte que Viserys se remarie afin de continuer à propager son statut royal, étant incertain du statut de Rhaenyra. Le prince Daemon provoque son frère en volant un œuf de dragon, ce qui a poussé Rhaenyra à intervenir à Père-Dragon pour récupérer l'œuf, et ce, sans violence, et ça c'est le plus important. Et l'épisode se termine sur la décision du roi qui a finalement l'intention d'épouser Lady Alicent, ce qui ne va pas trop plaire à notre ami Corlys, qui va le pousser à venir pleurer dans les bras de Daemon afin de former une alliance, et ça c'est très mauvais pour Viserys. Alors vous savez, lorsque j'ai démarré l'épisode et que j'ai vu le générique apparaître, dès que j'ai entendu la musique de Game of Thrones, je me suis dit oh non. Je m'attendais à une nouvelle musique propre pour cette série. Franchement, le fait de réutiliser exactement la même musique de Game of Thrones, c'est pour moi une grosse arnaque. C'est soit de la paresse, soit de la non-prise de risque. Et je pense que c'est un petit peu un mélange des deux. Bon, cela dit, le générique reste très bien, avec le sang qui coule à flot, qui pourrait presque symboliser d'une part la violence, mais également la lignée de sang royal, qui fait partie du sujet principal de ce début de saison. Ce premier plan sur ce verre de vin qui se remplit répond justement à cette volonté de mise en avant du sang par le rouge. Et nous connaissons maintenant l'enjeu de cette première saison. D'une part, on a les deux frères Targaryens, Daemon et Viserys qui s'affrontent, et d'une autre, on a une menace qui pèse sur la maison Velaryon, par celui qu'on appelle le gaveur de crabes. Lors de Corlys, Velaryon fait d'ailleurs une analyse intéressante sur le fait que l'ennemi a les yeux pointés vers le donjon rouge, d'autant plus qu'une jeune femme a été nommée héritière pour la première fois. Et ça, c'est vraiment le genre de détail que j'apprécie dans Game of Thrones, c'est que chaque action a une conséquence. On nous montre aussi un profond malaise qui se forme sur l'utilisation des enfants dans ce système d'alliance, ce qui va contribuer à ce curieux choix de Viserys à la fin de l'épisode sur le fait d'épouser Lady Alicent Hightower, un choix qui semble sortir de nulle part, car tout l'épisode nous pousse à croire que son choix se portera sur celui de la raison, même si la raison est quand même un petit peu étrange, hein. Rappelons qu'il doit épouser une jeune fille, mais en vérité ça ne sort absolument pas de nulle part. Nous avons bien vu l'amitié se former entre Rhaenyra et Lady Alicent, et j'ai l'impression qu'une fracture va se former entre ces deux filles, due à ce mariage secrètement manigancé par le père, Otto Hightower, la propre main du roi qui tente de faire rentrer sa lignée dans la royauté. En effet, ce dernier voulait voir sa propre fille mariée au roi, pour ses projets personnels. Raison pour laquelle il refuse que ce dernier ne se mette en danger. My apologies, Your Grace, but I cannot allow it. It's too dangerous. Daemon is without limit. Qu'il le fasse culpabiliser à l'idée de se remarier avec une personne qu'il ne connaît pas. You are the king, but I do not envy you. Et qui s'oppose au mariage entre Viserys et la jeune Laena Velaryon. The Lady Laena is young, Your Grace.
D'ailleurs, je vous invite à observer son visage lorsque le conseil, valide ce mariage. On le voit presque en train de retenir sa frustration. Lord Corlys Velaryon, lui, de son côté, est rongé par le fait que la maison Targaryen domine le royaume, là où il se rappelle que la maison Velaryon est bien plus légitime par le poids du travail, par le poids de l'âge, mais également celui de la puissance financière. Et sur un des derniers plans de fin, je me suis dit quelques secondes avant, ok bon là c'est sûr qu'on va voir Daemon. Et évidemment, on voit ces deux négocier ensemble pour former une alliance. Bref, tout est bien en place pour partir sévèrement en couille. Mais ce qui est intéressant avec cette trahison, c'est qu'elle est faite de façon plutôt légitime. Finalement, Corlys ne cherche qu'à protéger sa maison et non uniquement obtenir le pouvoir. Je ne pense pas que cette trahison lui fait plaisir. Mais en tout cas, on pouvait sentir dès le début qu'elle n'était pas en très bonne entente avec Viserys, ne serait-ce que dans le premier épisode de cette espèce de plan où on le voit empêcher Rhaenyra de verser du vin dans son verre. Donc rappelez-vous que ce vin représente la lignée de sang par l'héritage. Donc c'est presque comme si il refusait de laisser l'héritage à cette fille. Et maintenant, d'un point de vue beaucoup plus personnel, je ne suis pas très fan de ce personnage justement de Rhaenyra. Pour l'instant en tout cas. Encore une fois, c'est vraiment l'archétype de la princesse en manque d'action qui a été déjà fait et refait des dizaines de fois, et ça me fatigue un peu de voir à nouveau la même histoire se répéter, sans parler du discours anti-patriarcat vraiment pas très subtil. D'autant que ce système s'inspire de celui du Moyen-Âge, mais vous savez qu'à cette époque-là, les femmes ne se posaient pas ce genre de questions. Les femmes ne voulaient pas se rebeller puisqu'elles étaient justement nées avec ça en tête. Elles étaient nées avec cette façon de penser, et c'est vraiment un espèce de fantasme heroic fantasy de mettre ce système anti-patriarcat dans ce genre d'histoire. D'autant que je pense qu'on a bien compris qu'entre Rhaenyra et Alicent, il se passe quelque chose d'au-delà de la simple amitié. Et j'ai l'impression qu'on essaie doucement de nous glisser sur la piste de vont-elles réussir à autoriser le mariage lesbien et devenir reine, ce qui évidemment n'arrivera pas, et on va profiter de ça pour nous faire culpabiliser sur l'idée qu'on a interdit ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien venir cette idée. Après, je me trompe peut-être qu'elles sont juste amies. Nous verrons bien. Mais je tiens à ajouter, afin d'éviter les malentendus, que ce n'est pas grave qu'elle soit lesbienne, ça je m'en fous. Bref, et surtout, le fait de l'avoir régulièrement monté un dragon fait complètement écho à Daenerys. Et là, je suis désolé, mais l'avoir débarqué en pleine négociation, ça m'a complètement sorti de l'épisode. Les soldats auraient dû la retenir si la série était sérieuse. Je rappelle qu'elle n'a pas l'autorisation d'être ici, que Otto, lui, a la responsabilité de cette dernière, et qu'il en est de sa propre tête s'il parvient malheur à la princesse. Bref, en revanche, j'aime beaucoup Viserys Ier. On s'identifie beaucoup à son malaise face au choix qu'il doit faire. De plus, il a l'air d'avoir une espèce de maladie de peau, mais tel que je connais Game of Thrones, je pense qu'il ne mourra pas de sa belle mort. Je pense que cette maladie est justement une fausse piste pour détourner notre regard, afin qu'on ne s'attende pas à le voir mourir par autre chose. Je pense par exemple tué par Daemon. Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse. J'aime beaucoup aussi Otto Hightower, la main du roi, qui est vraiment la caricature du personnage qui vit dans son temps, qui joue sur le fait qu'il faut mettre en priorité la sécurité avant le confort, alors que le mariage organisé n'est là qu'à des fins personnelles. On sent un petit peu le Littlefinger 2.0. Et autrement, je suis toujours bluffé par les décors. C'est vraiment détaillé, mais sans en faire trop. Ça, c'est important. Et l'étalonnage accompagne parfaitement ce style, sans tomber dans l'indigestion, c'est-à-dire que c'est parfois saturé, mais pas trop, même si, attention, la 3D se fait parfois sentir sur certains plans, sur les maisons par exemple. Et à côté, les costumes, eux, me filent toujours la trique, que ce soit les armures ou même le costume des conseillers, la main du roi, etc. J'aimerais également dire un petit mot sur le montage de la série que je trouve pour l'instant vraiment excellent. Rappelez-vous, Game of Thrones nous a habitués à alterner les scènes avec les différents arcs. Ici, dans cet épisode, par exemple, on a une première moitié sans Daemon, ce qui maintient le mystère sur ce qu'il est devenu durant ces 6 mois. Puis on passe à une transition douce sur la scène de la négociation qui continue par la suite sur Daemon seul. Voilà, ça pour moi c'est vraiment un montage parfaitement fluide et j'espère que la suite en fera de même. Avant de conclure, je vais ouvrir une partie commentaires. J'ai eu beaucoup de commentaires dans mes vidéos précédentes. Je vais revenir sur certains sujets que j'ai abordés la semaine dernière, des sujets polémiques, mais vous allez voir que c'est plutôt intéressant pour compléter la vidéo. Alors, sans trop de surprise, ma première vidéo a fait l'objet d'un nombre incalculable d'offuscation suite à mes propos, et ce, des deux côtés. Voilà ce qui se passe lorsqu'on tente de développer un argumentaire
nuancé, c'est-à-dire qu'une minorité de gens ne comprennent pas de quoi je parle, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Et ils préfèrent bêtement tout prendre au pied de la lettre. Mais sachez que je m'y attendais. Alors évidemment, je vous parle de la polémique sur le fait que Lord Corlys Velaryon soit joué par un acteur noir, et je vous ai expliqué d'où provenait la polémique, de façon assez détaillée dans ma vidéo. Et j'ai vu tout d'abord des commentaires un peu mignons du type « Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Mais l'acteur joue bien ?» Ah ouais, donc t'as vraiment rien écouté de ce que j'ai abordé dans ma vidéo précédente. D'autant que d'une part, je m'en bats les couilles que l'acteur soit noir, et d'une autre, bah, il joue bien. Oui, il joue bien, mais il ne joue pas mieux que les autres, et ce n'est pas vraiment un argument en soi. D'autant que dans le premier épisode, il ne montre pas de performance particulière. En tout cas, il n'y a pas vraiment de scène qui se prête à lui pour donner une performance hors norme. Et j'ai vu aussi des commentaires dire « Et ça ne choque personne que des Blancs jouent les Égyptiens dans des films ». Alors, de 1, ça n'a rien à voir, et de 2, si, moi ça me choque, même si je trouve quand même le parallèle vachement gonflé, car ça fait des années qu'il y a des débats entre plusieurs historiens pour comprendre l'origine ethnique de l'Égypte. Bref, donc encore un argument à mettre à la poubelle. J'ai vu un commentaire de Shinobi One qui me souhaite bon courage pour mon potentiel cancel après avoir abordé ce sujet sensible. Alors, je n'irai pas jusqu'à parler de cancel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je me suis bien fait crucifix, voire même harcelé en message privé sur Insta, où j'ai même été obligé d'en bloquer certains. Voilà, je suis désolé, mais j'ai mis limite. Avec des messages du type « Mais t'es con ou quoi? On s'en fout qu'il y ait des noirs dans la série !» House of the Dragon a su attirer les foudres de quelques fans après avoir aperçu ce qui semblait être un Targaryen avec une pigmentation beaucoup plus prononcée. Et je vais probablement en choquer plus d'un, mais moi, personnellement, je trouve ça ok. Si ces mecs ne sont pas capables de comprendre ce que je dis en prenant tout au pied de la lettre, je ne peux vraiment rien pour eux. D'ailleurs, je trouve ça rigolo de voir tous ces gens qui s'énervent lorsqu'on remet en question la place d'une ethnie au sein d'une fiction. Genre, si un lore a posé un code nous montrant que des personnages d'origine valérienne sont blancs et blonds, et que soudainement un noir aux cheveux platine sort d'un chapeau, il est normal de vouloir comprendre pourquoi le code a soudainement changé. Si des gens ne sont pas capables de faire cet embranchement dans leur tête, ça ne sert à rien de débattre. Mais heureusement, les 7 ont entendu mes prières, car ce dont je vous parle ne concerne qu'une minorité de mes commentaires. Une minorité bruyante certes, mais une minorité quand même. Et à côté, j'ai eu le droit à des commentaires beaucoup plus posés et intelligents, comme par exemple Jovial Grass et Olivier Gimenet, qui viennent nous expliquer sans absolument aucune condescendance et agressivité que ça reste cohérent que la maison Velaryon soit noire, du fait que c'est une maison qui à l'origine n'avait pas peur de se mélanger, contrairement aux Targaryens qui eux pratiquent l'inceste. Même si d'autres commentaires sont venus répondre à ça en disant que c'est quand même pas très cohérent, puisqu'à ce moment-là, la maison Velaryon ne devrait pas être noire, mais plutôt métisse, par exemple. On a même Macaria qui va ajouter que, généalogiquement, le fait que Lord Corlys soit noir nous force à nous poser ce type de questions, car cette maison avait le don de se mélanger et se marier à plusieurs seigneurs. Donc le fait de voir que les Velaryon soient noirs avec des cheveux platines nous donne un petit peu l'impression qu'ils descendent tous d'une seule et même lignée, sans s'être mélangés, exactement comme l'ont fait les Targaryens. Donc ça reste quand même un choix vraiment très étrange. Mais comme le dit ce commentaire, ça va permettre au moins aux gens de ne pas confondre la maison Targaryen et la maison Velaryon. Et ça, j'ai pensé exactement à la même chose. Et afin de terminer sur une note un peu plus légère, on a le commentaire de Elmarie qui trouve que les bandes annonces des Anneaux de Pouvoir font beaucoup trop kitsch par rapport à la direction artistique de House of the Dragon. Et je trouve que les Anneaux de Pouvoir possède justement ce problème de faire un trop plein, à vouloir faire trop joli, trop de couleurs partout, trop de détails, là où House of the Dragon est beaucoup plus soft, beaucoup plus léger, ce qui donne un rendu beaucoup plus réaliste. Enfin bref, en tout cas, cet épisode 2 était vraiment très posé et calme, mais pas moins captivant, je trouve les enjeux politiques vraiment très intéressants. On sent complètement le climax monter avec le gaveur de crabe, et je sens que ça ne va pas tarder à péter. J'imagine que toutes les maisons vont devoir se réunir pour affronter cette menace, ou peut-être que cette menace est en fait minoritaire, révélateur du conflit intérieur au sein de Port-Royal. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à me faire part de vos analyses dans les commentaires si vous avez des choses à ajouter. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je prépare une nouvelle vidéo sur le même sujet. On se laisse ici, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à ma chaîne YouTube
cliquez sur la cloche, souscrire à ma chaîne si vous le pouvez, et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.